Écoutez, d'abord, un mot pour dire que on est tous très fiers avec les ministres de pouvoir être présents sur ce salon du Bourget. Comme vous le savez, c'est le plus grand salon du monde pour l'aéronautique et c'est la plus grande édition du plus grand salon du monde. Donc c'est vraiment une fierté, si je puis dire, au carré que les Françaises et Français peuvent avoir. C'est un salon évidemment qui est tiré par nos grands groupes, qui sont souvent d'ailleurs des acteurs du civil et du militaire, mais aussi par nos ETI, nos PME partout sur le territoire. Et je veux saluer cette mobilisation et cette excellence de la France et de l'Europe. Et donc il y a eu plus de 100 délégations qui sont venues sur ce salon et qui sont en train de venir, le public aujourd'hui qui y arrive. Et donc c'est une grande fierté et un immense succès. Et ceci s'accompagne d'abord évidemment d'une consolidation de notre place. Je le dis à la fois sur le civil et le militaire, il y a eu des commandes très importantes passées sur le civil à Airbus, à nos grands aviateurs et toute notre filière aéronautique pour consolider la place qui est la nôtre et des commandes très structurantes. On continue aussi sur le plan militaire à déployer. On est arrivé avec la 400M qui, depuis 10 ans maintenant, augmente dans nos armées. Et là, on confirmera tout à l'heure la signature d'un projet important aussi pour Dassault sur le spatial. Et donc c'est à la fois vraiment je dirais un salon de maturité pour nos grands industriels, de confirmation de commandes très lourdes. Voilà. On va laisser passer l'annonce. C'est les aléas du direct. Non, je crois que c'est bon. Et donc, à côté de ça, c'est aussi un salon qui marque les ruptures technologiques. Parce que vous l'avez vu, à la fois la multiplicité des drones, et des drones très innovants. Il y a 2-3 ans, c'était un secteur qui était marginal, ici dans ce salon. Le spatial, je l'évoquais, j'y reviendrai tout à l'heure, avec aussi la très haute altitude, avec des projets très structurants qu'on va signer. Et donc voilà, un projet de rupture qui est très important. Et puis c'est la montée aussi, il y a toute la partie défense qui correspond à l'état du monde, à ces désordres, ces déséquilibres, avec de plus en plus de pays qui s'équipent. Et ce salon qui a toujours eu une composante défense, on le voit, une composante qui croît chaque année davantage et qui, cette année, est sans doute encore plus forte que les autres. Donc voilà, tout ça doit conduire les Françaises et les Français à être extrêmement fiers d'avoir vraiment un secteur aéronautique si fort, d'avoir le plus beau salon du monde en la matière, d'avoir aussi un secteur spatial qui est au cœur de tous les défis et d'avoir aussi des armées françaises et des industriels qui portent tous ces enjeux. Je vais maintenant répondre à vos questions. Eutelsat a annoncé hier soir une montée de l'État au capital. Est-ce que l'objectif affiché de concurrencer Starlink, est-ce que la France et l'Europe ont les moyens de ne plus dépendre d'Elon Musk en matière Oui, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu industriel, c'est un enjeu que nous soutenons. Donc il a été annoncé hier une augmentation de capital à laquelle l'État français souscrira. Mais nous souhaitons qu'aujourd'hui tous les partenaires financiers industriels français souscrivent aussi à hauteur de leur participation actuelle. Et on souhaite aussi mobiliser beaucoup d'autres partenaires européens et internationaux. Pourquoi ? Parce que Eutelsat est une très grande entreprise de services satellitaires, qu'elle a des constellations aujourd'hui à la fois géo et léo, c'est-à-dire en orbite basse, et qu'en fait Eutelsat est le seul acteur qui est non américain et non chinois et qui dispose de ces constellations en orbite basse et d'une telle offre. Et donc c'est un enjeu de souveraineté pour nous tous. Et c'est ce que depuis des mois nous expliquons aussi à nos partenaires, c'est de rejoindre cette offre s'ils ne veulent pas dépendre. On a vu ce qui se passait en Ukraine, on a vu aussi il y a quelques mois quand nous avons subi le cyclone à Mayotte, et donc on veut accélérer le déploiement des points de contact au sol, on veut accélérer les lancements à court terme, et on veut déployer le plus vite possible le projet Iris-Carré, qui est le plus grand projet spatial européen, et qui a, vous le savez, dans son cœur d'ailleurs, justement, Eutelsat. Donc c'est aujourd'hui un combat de souveraineté, un combat industriel, un combat aussi au cœur de nos enjeux de recherche que nous poussons. Et donc l'État a confiance dans Eutelsat et accompagnera cette augmentation de capital. Et je souhaite qu'il y ait un maximum de nos grands partenaires qui l'accompagnent, parce que c'est un enjeu stratégique. Monsieur le Président, quand vous entendez Donald Trump envisager d'engager les Américains militairement dans la guerre entre Israël et l'Iran, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous l'appelez à privilégier plutôt la voie de la négociation? Il a aussi parlé de négociations.
je l'ai dit depuis le premier jour, personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc, c'est un vrai risque, c'est une vraie menace. La France, d'ailleurs, ne l'a jamais négligé. C'est pour ça que nous avons été au cœur, il y a 10 ans, de la négociation du JCPOA, que nous avons été parmi les négociateurs les plus exigeants et que nous n'avons jamais quitté ce cadre. Donc oui, le nucléaire iranien est une menace et il ne faut aucun laxisme en la matière. Deuxièmement, personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement. Pourquoi? Parce que il y a des centrales qui sont extrêmement protégées, parce que nul ne sait aujourd'hui totalement dire où est l'uranium enrichi à 60%. Et donc c'est un programme dont il faut reprendre le contrôle aussi par l'expertise technique et la négociation. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs jours, la France a une voix claire, simple. Un, rien ne justifie les frappes sur les infrastructures énergétiques et les populations civiles. Rien. Et deux, il faut absolument prioriser le retour à la négociation de fond qui inclut le nucléaire pour aller vers le zéro enrichissement, le balistique pour limiter les activités et les capacités iraniennes et le financement de tous les groupes terroristes de déstabilisation de la région qu'elle a procédé l'Iran depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs ce que je prône depuis 2018, de manière constante. Donc je suis cohérent en la matière. C'est pour ça que j'ai demandé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de réenclencher ce travail. Il est à Genève dans les prochaines heures. Il va d'abord se coordonner avec ses homologues britanniques et allemands. Et à 15 heures, ils verront donc le ministre des Affaires étrangères iranien pour faire une offre de négociation complète, diplomatique et technique. Je ne suis pas dans le commentaire. La situation est objectivement aujourd'hui une source d'inquiétude. Parce qu'il y a la question du nucléaire iranien, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, au Proche et Moyen-Orient, on bombarde des populations civiles, et parce que cette situation porte en elle des risques d'escalade qui sont dommageables pour la région et pour la sécurité internationale. Donc il faut tous être extrêmement vigilants, sérieux, et traiter la situation comme je viens de le rappeler en se remettant autour d'une table maintenant de discussion et ne pas oublier non plus la situation à Gaza qui exige aujourd'hui pour des raisons humanitaires mais sécuritaires également un cessez-le-feu le plus rapide, une reprise de l'aide humanitaire et une reprise du travail politique. Sur l'Iran, Monsieur le Président, est-ce que vous reprendriez les mots du chancelier allemand M. Merz qui disait, je cite, que Israël fait le sale boulot pour nous tous en Iran? Et juste une deuxième question, est-ce que vous comptez réunir d'une manière ou d'une autre les partis politiques en France comme vous l'avez fait sur la guerre en Ukraine pour venir informer l'évolution de la situation, par exemple, ce format Saint-Denis? Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit, la France considère que la sécurité d'Israël est une véritable question stratégique pour nous et que l'Iran constitue un risque existentiel pour Israël. Pour autant, je considère qu'aujourd'hui, les frappes qui se poursuivent, les frappes qui touchent les infrastructures civiles, les infrastructures énergétiques ou civiles et qui touchent les populations civiles doivent absolument être arrêtées. Et rien ne les justifie. Et donc je considère aujourd'hui que, et j'aurai l'occasion d'ailleurs dans les prochaines heures, prochains jours de parler à nouveau au Premier ministre Netanyahou, il faut qu'on puisse reprendre le travail politique et diplomatique. C'est la voie que nous portons. Ensuite, sur la question traitement des formations politiques, je souhaite que le gouvernement, et j'en ai parlé ce matin avec le Premier ministre, puisse organiser sur ce sujet un débat, conformément à l'article 50-1 de notre Constitution. Et en effet, dès que les choses commenceront à se stabiliser, je rassemblerai sur un format de type Saint-Denis, formation politique, pour échanger avec elle à la fois sur l'Iran, Gaza, mais également l'Ukraine. Je vais d'abord passer le cap du sommet de l'OTAN la semaine prochaine. Vous avez évoqué il y a 2 jours une initiative française. Aujourd'hui, vous parlez d'une offre diplomatique complète. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui serait à même de faire arrêter les frappes et de passer à la table des négociations? Que l'Iran manifeste sa volonté de rejoindre la plateforme de négociation que nous allons mettre sur la table.
Bienvenue en ce lieu mythique du Bourget, là où se sont écrites depuis 1919 bon nombre des pages. Alors j'ai rien tout de suite à Sophie. L'histoire des femmes. Je peux continuer, vous entendez, ou il faut arrêter? Ceux qui ont créé, qui ont développé l'aviation sous toutes ses formes, et notamment le transport aérien, ce moyen de communication qui permet aux populations des 5 continents de pouvoir J'ai peur que nous soyons partis sur pour mieux se connaître, sur mieux se connaître, pour mieux se un long tunnel. Bienvenue donc à Bon, cette 55e pour conclure, édition du je vais donc votre question était sur juste avant Sophie Anno, je vais le faire. Dans un engagement fort pour la Oui, comme j'ai pu le dire, nous proposons une solution diplomatique et donc ce que nous mettons sur la table, c'est une solution diplomatique qui traite il n'y a pas de coordination possible. Non mais je finis. Et donc c'est une reprise du travail de l'AIEA pour aller vers le zéro enrichissement, avec une capacité d'aller sur tous les sites. 2, c'est un encadrement des activités balistiques. 3, c'est un encadrement du financement des proxys dans la région. Et 4, c'est véritablement aussi la libération des otages et avec derrière une reprise des échanges diplomatiques. Donc il y a une offre qui sera travaillée par nos ministres et qui sera déposée sur la table en début d'après-midi. Sur Sophie Anno, je serai heureux de la retrouver. Au début de mon premier mandat, elle pilotait les hélicoptères que j'utilisais, donc j'ai appris à la connaître. Et je crois que c'est vraiment une fierté pour nos armées d'avoir une femme aussi engagée qui a aussi fait cet investissement. Une fierté qu'elle ait été sélectionnée ainsi dans les programmes internationaux et américains. Et donc je serai tout à l'heure très heureux de la retrouver pour aussi défendre, si je puis dire, son implication et les grands programmes que nous attendons. Voilà, je crois que c'est plus raisonnable de reprendre le fil de la visite. Merci beaucoup en tout cas, à tout de suite. Si je vous dis pilote, quelles images vous viennent à l'esprit? Certains voient un commandant de bord accueillant ses passagers. Il est en uniforme au galon doré. D'autres vont penser à un jeune pilote de chasse, casqué en combinaison de vol, façon Top Gun. Les passionnés d'histoire se rappelleront les pionniers de l'aviation, Pierre Montpetit, photos en noir et blanc. Et puis les amateurs de sensations fortes vont imaginer ces audacieux cascos défiant les lois de la papier. Alors, dans l'imaginaire collectif, le pilote est encore très souvent un homme. Il est donc temps de faire bouger les lignes, d'ouvrir les yeux vers les femmes partout dans le monde, après certains déjà, au monde de la mode de Elles vous appellent avant de l'intervenir. Elles mènent des missions dans des hélicoptères et des avions de combat. Elles interviennent dans des avions de transport et d'évacuation sanitaire. Efficace du cours, puisqu'on a failli respecter. Sur l'efficace des courses, il y a 4 grands domaines dans l'espace, l'observation, le renseignement, les télécoms, navigation, la science et l'exploration.
On peut parler d'observation et de télécom ce matin. En observation, vous avez ce satellite devant vous, c'est le satellite Pléiades Neo. C'est un satellite qui est propriété d'Airbus. Propriété d'Airbus, c'est-à-dire que l'on vend des images. Vous pouvez voir les images prises cette semaine sur le Bourget. Très belle résolution, des images de 20 à 30 cm. On a 2 satellites qui sont en orbite basse. On a 3 satellites dans nos usines. Un propriété d'Airbus pour compléter cette constellation. 2 autres que l'on a vendus à la Pologne. 2 autres à Pologne, donc ces satellites. Ce qui est important sur les satellites, il y a la résolution, mais également la revisite. Donc on va livrer bientôt en orbite le petit cousin de ce satellite, c'est-à-dire une échelle 1/5 ici. Donc c'est un objet qui fait 1 tonne. Le petit cousin fait 250 kg. Ce petit cousin permet un peu moins de résolution, on passe de 20 cm à 50 cm. Et le petit cousin il permet, si on en rajoute beaucoup, une constellation de faire de la revisite. Donc on a eu un accord de partenariat avec le CNES, on a développé sous propriété Airbus les 4 premiers satellites qui seront dans l'espace fin juillet. Lorsqu'il faut voir, si on a mis un peu plus d'une dizaine, on arrive toutes les heures à reprendre le même projet. Donc ce satellite-là, ou d'autres satellites avec plus haute résolution, comme celui qu'on a lancé au mois de février, CNES 3 pour ne pas le nommer, avec Ariane 6, ces satellites-là, moins de résolution, le petit par contre, ça permet de complémenter. On a vu l'image et on s'assure que rien n'a changé sur le théâtre d'opération. Ce qui est intéressant sur ces satellites d'observation, sur le petit qu'on est en train de livrer en orbite, on utilise cette plateforme qui va vous parler dans quelques secondes, qui s'appelle Arrow. Elle a été développée pour OneWeb, la première constellation, où on a plus de 650 satellites en orbite. On a un objet qui est la plateforme, elle va se coupler avec une payload. On a les premiers satellites qui sont en orbite, donc qui sont à 1200 km. Ici, c'est 500 ou 600 km. Là, on est à 1200 km, 600 satellites en orbite.